Juste un petit partage sur cette méditation. Comment... On dirait que tu reviens d'une sieste. Vous l'avez vécu. Des commentaires, des enseignements. J'ai commencé, c'était très désagréable pour moi. Ouais, c'était très désagréable au début, ouais. Excusez-moi. J'ai eu qu'un moment de... Il y a eu des petits flottements où je sentais l'air frais sur le visage et sur les mains. Ouais. Mais sinon, j'avais tellement mal aux jambes que le désagréable prédominait. Sauf quand tu as parlé d'élargir de l'océan. Ouais. Là, il y a eu 30 secondes de bien. Ouais, mais tu as gongué tout de suite. T'as gongué tout de suite. J'ai gongué. Ça aussi, c'est un moment que tu avais bien aimé. Oui, le moment où on m'a parlé, moi j'ai vu les châteaux de la Loire et bing, bong, bam. À nouveau désagréable, alors c'était agréable. C'est essayer d'intégrer tout ça, hein, effectivement. Ouais, et quand tu as trop mal, tu fais comment? Comment? Quand tu as trop mal. Eh bien, tu prends conscience que c'est désagréable, qu'il y a des pics, qu'à un moment donné, ça baisse, que tiens, tu as un tout petit peu de côté agréable. C'est juste naviguer, surfer sur les vagues, petit à petit. Moi, j'ai pas réussi. Et puis, à la fin, comme tu dis, avec l'océan, essayer de prendre cette perspective large. Toi, tu seras plus à l'aise, parce que moi, j'avoue, ici, j'arrive pas à trouver une bonne posture. Oui. Moi, quand je suis chez moi, j'arrive à trouver la même chose que toi. Bien sûr. J'arrive à trouver une bonne posture. Je n'ai pas trop la douleur ici. J'ai trop d'inconfort. Tu as plus de douleur, oui, bien sûr. Je pense qu'à ça. Exactement. Et je pense que chez toi, peut-être tu auras moins. Non, parce que c'est toujours. Je sais d'où ça vient maintenant, parce qu'on l'a dit. Ça vient de la colonne, c'est-à-dire que ça ira dans les jambes. Et donc, ça vient de là? De la colonne vertébrale, ça ira dans les jambes, c'est plus d'accord. rapide, permanent. Est-ce qu'il y a une posture à qui tu te sens bien qui pourrait faire cette méditation? Ouais, à la limite à plat ventre pour. Ben, essaye à plat ventre, bien sûr. Essaye à plat ventre, essaye debout, essaye. C'est vraiment chacun, il n'y a pas de règle générale. Essaye de voir ce qui est le plus confortable pour toi. C'est vraiment ce qu'on dit depuis le début. Prenez, quand vous essayez de méditer, vous pouvez le faire debout en posture de la montagne comme ça. Vous pouvez le faire à plat ventre, tu peux le faire sur le côté, il y avait quelqu'un sur le côté, et ça allait mieux sur le côté. Ah, mais moi j'étais partie. Voilà, donc n'hésitez pas. Donc cette méditation, c'est celle que vous aurez à faire cette semaine, et elle cherche donc à vraiment prendre conscience, surfer sur chaque vague. Agréable, désagréable, mais pas être sans arrêt comme la petite barque, hein, je vous ai donné une image, mais plus comme un océan, comme un navire avec une grande quille qui permet d'avoir sa stabilité. Et je rajoute quelque chose, et tout d'un coup j'ai eu très froid. Oui, c'est possible. Ouais, puis ça travaille. Ça travaille. Mais je me disais, peut-être c'est bien de changer de moyen de locomotion parce que le bateau, on reste dedans. Ouais. Alors que l'avion ou l'hélicoptère, Ouais. moi, ça m'a permis de me désidentifier, de prendre la hauteur et bien donc, aussi. du coup d'aplanir la mer du pic, la vague. Bien sûr. J'arrivais plus à surfer en fait. D'accord, très bien. Donc voilà, changer de moyen de locomotion en fait. Oui, vraiment, c'est... Comme la grève des transports dans Le bal des transports. Tu prends une planète spatiale, je sais pas, tu vois, c'est le truc qui te convient. Ça, c'est pas ça. Non, mais c'est... Bien entendu, hein, vous voyez ce qui vous correspond. Hein. Le bateau, à un moment donné, moi je suis plus à moitié, donc il fallait que je prenne la mer. Oui, alors c'est pour ça qu'après, c'est le grand navire avec une quille profonde qui est capable de pas... Parce qu'au début, c'est la petite chaloupe. Si vous êtes une petite chaloupe, vous cessez pas de monter, descendre sur les vagues. Plutôt que d'être la chaloupe, c'est agréable, c'est désagréable, comme tu disais, essayez d'avoir une stabilité émotionnelle, une égalité d'humeur, ce qu'on appelle l'équanimité, c'est avec le cœur, c'est d'ouvrir, ok, je peux tout intégrer avec bienveillance, que ce soit agréable ou désagréable. Comment? Je ne suis pas prête, je le sens. C'est petit à petit, hein, que ça peut se faire, bien entendu. C'est pas facile au début, c'est pour ça qu'on le fait que maintenant. Mais ça se travaille, Je peux voir l'agréable. Oui, tu voulais dire? Oui, c'est ça, c'est un entraînement, c'est juste intégrer petit à petit. Alors, je vais vous montrer ce qu'on avait. Hop, ça, il faut... C'est en 7, pardon. J'avais oublié de dézoomer, justement. On est déjà à la séance 6, non, mais il y a marqué 7, mais c'est la 6. C'est la fin. Voilà. Non, pas déjà.
Là, c'est le loup féroce. Alors, la pleine... Tiens, tu vois qu'il existe. Le loup sadique. Alors, la pleine conscience de la douleur peut aider en acceptant les souffrances primaires, ça on l'a longuement vu, et réduisant les souffrances secondaires, en remarquant comment on résiste, comment on est submergé par la douleur, pour aider à se détendre, à décontracter les muscles, dissoudre les douleurs secondaires, et surtout, ce qui est nouveau, enfin ce qu'on fait depuis de plus en plus, expérimenter ce flux perpétuellement changeant de la vie. Tout est impermanent, ça c'est une grande leçon qui est positive et pas négative. C'est vraiment, de toute façon, tout bouge sans arrêt. Donc si j'essaye de naviguer avec bien stable au milieu de ce qui bouge sans arrêt, je vais pouvoir peut-être développer une autre attitude, plus large, plus sereine. Hein, en apportant une attention bienveillante, et c'est là que la bienveillance de mon cercle vert, de l'ocytocine, peut fonctionner et nous aider, justement. Si je suis avec un regard ouvert, bienveillant, avec mon cœur, je vais être capable de traverser autant l'agréable que le désagréable, sans vouloir me garder, cultiver le positif sans arrêt, et sans vouloir rejeter le négatif. Juste prendre les deux. Alors ensuite, la petite diapo suivante, voir la fluidité de notre expérience du moment, comment c'est impermanent, que ça change sans arrêt. Voir comment la vie se renouvelle perpétuellement en favorisant, s'orientant naturellement vers la croissance, le renouveau, de nouvelles formes d'être et de santé, bien entendu. Pour ça, c'est vraiment important de développer cette autocompassion et cette bienveillance. Vous avez dû voir dans la méditation que c'était vraiment, en plus de la vision large, c'est vraiment de développer de la bienveillance pour tout ce qui arrive, de la gratitude, comme c'est. Hein. Accepter en amitié ses souffrances, ses limites, ses douleurs, ses zones d'ombre, c'est ce qui va permettre de cultiver l'équanimité. Justement, quand tu disais c'est difficile, c'est vraiment avec le cœur qu'on le fait. Hein. Avec vraiment développer, face aux joies et aux douleurs, la même capacité du cœur, la même bienveillance. Après tout, même les douleurs ont le droit d'exister. Juste les prendre comme les plaisirs. Ça veut dire qu'on apprend, vous avez vu qu'avant on avait focalisé sur l'agréable, focalisé sur le désagréable. Là, on essaye d'apprendre à prendre une perspective plus vaste, plus large. Donc la méditation, c'est pas que focaliser. C'est au contraire développer une vision large. Hein. La vie est un fleuve, il y a parfois des cascades, parfois des chutes, bien entendu. Hein. Et il faut essayer de se mettre juste à distance, sur la rive. Avoir du recul par rapport au courant, au débit, à la puissance des flots, des douleurs, de tout ce que vous voulez, et de tout ce que vous rencontrez comme difficulté. Le va-et-vient, apprendre le va-et-vient pour vivre avec le flux et le recul. Adopter cette perspective large. Vous savez, comme quand on est en haut d'une montagne et qu'on voit tout l'océan de nuages, ou alors là en Afrique et tout, quand on voit une vision large. C'est vraiment ce qu'on essaye de cultiver avec la pleine conscience. C'est petit à petit avoir une vision large de la totalité de la vie, autant de ses aspects agréables que désagréables, et être capable de survoler tout ça, si on veut, avec un avion, tout à fait, ou une montgolfière, ou le traverser avec un navire. L'attention focalisée et l'attention large, donc ça c'est le nouveau concept qu'on amène. L'attention focalisée, c'est le regard flèche. Hein. Vous avez, je sais pas, je ne vais pas faire de politique, hein, mais aux États-Unis, il y a un homme politique, vous avez l'impression que c'est des pistolets qu'il a, qu'il est tout le temps en train de tirer sur tout ce qui passe devant lui. C'est le regard flèche, c'est le regard qui tue. C'est le regard focalisé. Là, quand deux personnes qui se battent avec des armes, ils ont le regard flèche, ils ont un regard focalisé, hein, c'est simplement où est mon arme et où est-ce que je vais transpercer la cuirasse de l'autre. Heureusement, on peut apprendre à développer le regard large. Le regard large, c'est le regard du Petit Prince, de Saint-Exupéry, hein, qui regarde la fleur et toutes les étoiles derrière. C'est le regard du Dalai Lama, mais j'aurais pu mettre le pape, c'est le regard de beaucoup de personnes qui spirituellement sont un peu développées, qui accueillent de manière large, et qui ne sont pas focalisées. Hein. Je me souviens qu'un jour j'ai vu un Tibétain qui avait une grosse présence, et il disait, mais de toute façon, moi quand je regarde les gens, à la rigueur, je vais vous faire une confidence, je ne vois personne. J'ai juste un regard qui accueille largement.
Et c'est exactement le regard du Dalai Lama ou du pape de temps en temps, ou d'autres personnages hein, qui peuvent être laïcs, hein, de Mère Teresa, etc. Ils ne sont pas focalisés. Ils ne rentrent pas dans les gens. Ils sont juste à accueillir. Ça, c'est le regard large qu'on essaye de développer petit à petit. Donc il y a vraiment, c'est Durkheim qui disait, il y a vraiment les deux regards. Il appelait ça le regard coupe, ou le regard flèche, et le regard large. Voilà. Le libérateur d'habitude que vous allez avoir à faire cette semaine, c'est d'apprendre à faire des petits stops pour cultiver le cercle vert. Stop, c'est un moyen mnémotechnique. Hein. Stop, vous savez, quand vous sentez que vous partez dans l'énervement, dans la suractivité ou dans autre chose, vous visualisez le panneau stop. Vous êtes obligé de vous arrêter hein, quand vous avez le panneau stop. Sinon, c'est 230 €. S, ça veut dire stop. T, je prends le temps de respirer. Quoi que vous fassiez, juste 3-4 respirations, comme tu disais. O, j'essaye d'observer, d'analyser. Qu'est-ce qui se passe? Quelle est ma météo intérieure? Quelle est l'émotion qui est en train de me submerger? Ou la douleur? Ou quelle est la pensée catastrophisante que j'ai? Et le P, c'est pour action. Je peux décider de laisser passer, de revenir sur mon souffle ou de trouver une solution adéquate. Tout ça pour couper la réaction automatique. La réaction automatique qui favoriserait la dopamine ou au contraire l'endorphine du stress, etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à essayer de développer cette semaine. Quand vous sentez que vous êtes en train de partir du cercle rouge vers le cercle bleu ou d'être que dans le cercle rouge, juste faire un stop. J'arrête, je prends le temps de respirer, 2-3 respirations. Qu'est-ce qui se passe? Météo intérieure. Qu'est-ce que je peux faire comme autre comportement, comme autre action? Vous voyez à peu près? Comme petit exercice informel. Voilà, être conscient, d'où l'importance de la météo intérieure que je vous fais faire au début à chaque fois, bien entendu. Décortiquer la sensation physique, l'état émotionnel et la pensée du moment, pour vraiment arriver à ne pas se faire embarquer par l'un ou par l'autre. Vous voyez à peu près? Alors pendant les 5 dernières minutes, on va faire quelques petits mouvements, parce qu'on n'en fait pas beaucoup. Donc on va refaire le mouvement avec les mains que j'aime bien. Vous mettez les 2 mains sur les cuisses. Et juste, on ouvre, on ferme. On ouvre, on ferme. On ouvre, on ferme. Vous êtes simplement attentif à ce qui se passe dans ce mouvement. On arrête. Comment est la main que vous avez ouverte et fermée, droite en général, par rapport à la gauche? Chaude. Ouais. Plus chaude, plus mobile, peut-être plus... Animée. Comment? Animée. Plus animée, plus vivante, ouais. On fait pareil. Et la main droite, et la main gauche, elle était? Elle n'existait pas celle-là. On va la faire vivante. La main gauche, on ouvre, ferme, on ouvre, ferme, on ferme. Comment elle est maintenant? Elle est gauche. Oui. Est-ce qu'elle est plus chaude, plus présente, plus... Plus présente. Plus ouais. présente, oui. Et la main droite? Froide. Alors elle refroidit à son tour. Ben maintenant on va faire les deux à la fois et essayer de sentir les deux. Avec la même égalité d'humeur. Chaude, froide. Elle s'ouvre, elle se ferme. Puis sur une inspiration, vous allez fermer fortement le poing. Tout de suite, qu'est-ce qui s'est passé dans votre corps? Crispation, le souffle, il est Court. Coupé, court. Et vous décontractez avec une longue expiration, vous ouvrez les mains. Et là, qu'est-ce qui se passe? Détente. Ouais. C'est vraiment... Je crispe les mains, je les ferme violemment, fortement. On sent la crispation, hein, comme dans la douleur, hein, c'est ce qui se passe quand on a mal. J'ouvre les mains, je peux même ouvrir les mains sur une inspiration et pas sur une expiration. C'est-à-dire sur l'inspiration, vous avez les mains fermées. Sur l'inspiration, vous descendez la tension, le souffle, jusque le long des bras, dans les mains. Et vous sentez peut-être les mains qui s'ouvrent toutes seules. C'est vraiment ce qu'on essaye. Hein. Quand on sent le désagréable, les douleurs, on se crispe inconsciemment. Apprendre à décrisper, à amener la respiration dans l'endroit éventuellement. Vous voyez?
On va faire un autre mouvement. Après les mains, on va faire le petit mouvement, non, de prière. Juste les mains en prière. Et on va faire les essuie-glaces. D'abord, on va faire l'essuie-glace de 2 chevaux, il est tout petit. En gardant le torse, juste on sent les contractions, on ne force pas trop. Et puis après, on va passer à un grand essuie-glace. En faisant tout le corps, enfin pardon, en laissant le torse bien droit, mais en sentant. Vous sentez vraiment ce qui se passe comme mouvement. Vous ne forcez pas si vous avez du mal, bien entendu, et vous visualisez le mouvement, en ce cas-là. On arrête. Comment est le haut du corps? Crispé. Crispé pour toi, ouais. Oui, parce qu'on a fait le mouvement, c'est ça, ouais. J'ai l'impression d'être dans un atelier de sport de gériatrie. Ouais. Une association, oui. Tu sais, on fait ça. Est-ce qu'on le sent plus, les bras? Oui, Je sais pas, moi je respire mieux. On respire mieux. On peut faire des tout petits mouvements aux gens. Oui, mais l'idée c'est vraiment de retrouver du plaisir, de la mobilité dans des petits mouvements. C'est souvent, ben on en parlait, hein, je ne vais pas faire de danse, je ne vais pas marcher, je ne vais pas bouger, mais on peut le faire. Mais juste retrouver comment je peux le faire doucement. Et d'ailleurs, je ne sais plus quel sport ça s'appelle, mais faire un mouvement doucement, c'est plus difficile. Ouais, ça engage plus de choses que de faire un mouvement rapide. Oui, dans les tai chi, on fait des mouvements très lents, tout à fait. Pas les somas ou les, je ne sais pas comment ça s'appelle. Je sais pas, mais le tai chi, c'est ça aussi. Hein. On va décomposer un mouvement très doucement, faire le nuage, etc. En fait, ils font des choses. Alors que là, on a moi j'ai l'association de, au contraire, que comme on fait doucement, comme on fait des petits mouvements faciles, on retombe dans l'impuissance. Ah oui, c'est marrant. Moi j'ai eu cette impression pendant longtemps aussi. Ah oui. Que si je faisais des petits mouvements. Mais quand le tai chi, finalement, pour moi, c'était à côté de la course à pied ou de la natation, c'était peanuts. C'est ce qu'on demande à un handicapé, quoi. C'est ce que je ressens moi. Oui, non, tout à fait. Alors que les grands maîtres de tai chi sont des maîtres en arts martiaux. Oui, et le Qigong, c'est aussi bénéfique. Les deux sont assez proches, hein, tout à fait. Tai Chi et Qigong, c'est deux mouvements assez lents qui permettent de développer justement cette stabilité, cette maîtrise dans le mouvement dont ils vont se servir après dans les arts martiaux. Donc c'est pas un hasard, les arts martiaux ils sont très, très violents, très forts, mais ils sont nourris par tout ce... Par cette concentration. Par cette concentration sur le mouvement en train de se faire. C'est pour ça qu'on les refait là juste, surtout avec des gens qui ont des douleurs qui souvent vont éviter de faire des mouvements, pour juste réintégrer les mouvements. Il n'y a pas des essuie-glaces avec les jambes? Non, mais il y a celui-là que vous allez faire, c'était le suivant, merci pour la transition. Alors, vous amenez doucement la jambe en avant, et vous le ramenez en arrière. C'est avec le levier de vitesse, on va l'appeler. Juste la jambe qu'on laisse glisser le long. On est juste dans la sensation de la jambe. Voilà. Comment elle est la jambe maintenant, quand on arrête? Mon genou me fait mal. Comment? Mon genou me fait mal. Ouais, alors surtout en ce cas-là, tu le fais pas ou tu le visualises ou tu le fais très doucement. Pourquoi tu fais craquer aussi? Ça me fait mal. Pardon? Parce que ça me fait du bien quand je fais. Ça fait du bien, ben on le fait en ce cas-là. Et vous faites avec l'autre, qu'on ne devait pas sentir. Vous le faites glisser. Sinon, vous ne le faites pas, vous le visualisez, il n'y a pas de souci. Juste prendre conscience du mouvement en train de se faire très lentement. On arrête. Comment sont les deux jambes maintenant? Moi, ça m'a lancé dans la tête carrément. Ah ouais, ça t'a fait une douleur dans la tête? Non, pas une douleur, mais ça fait boum, ça s'est monté là. Ça s'est monté quoi, si c'est pas une douleur? Je sais pas, une sorte de décharge? Peut-être pas de décharge, mais
Je sais pas, je sens mieux mon cerveau. D'accord, très bien. Ah mais ça déclenche plein de choses, les mouvements, tant mieux. Christian, il faut que j'y aille parce que c'est attendu dans 10 minutes. D'accord, vas-y. Pour les autres, on finit 2 derniers mouvements qui sont bien liés avec la bienveillance et la compassion, vous les connaissez. Vous ouvrez les bras, vous les refermez tendrement sur vous-même, vous vous prenez dans les bras, vous faites un câlin. Pendant plusieurs respirations, vraiment avec plein de compassion pour vous-même, pour vos efforts, vos douleurs, votre persévérance. Et du coup, vous pouvez rouvrir les bras avec une profonde bienveillance. Vous les refermez, vous vous faites un câlin, vous vous prenez dans les bras avec douceur, compassion pour vos difficultés, vos capacités, vos douleurs, souffrances. Et vous rouvrez doucement. Au revoir, à la semaine prochaine, en ressentant une ouverture du cœur, une bienveillance. Et on va le faire maintenant en refermant, mais attrapant les 2 épaules, comme si c'était le pullover. On retire doucement le pullover. On le repose à côté de soi. Encore une dernière fois, on ouvre les bras. On se prend pour faire un câlin, on trouve une douleur et un inconfort. On le retire délicatement, doucement, sans violence, et on le pose doucement à côté de soi. Et voilà. Donc c'est aussi une manière de mettre en scène cette bienveillance, cette compassion pour soi, sur laquelle on travaille un peu. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine et à la semaine prochaine.